Le cerveau de Boltzmann. Le cerveau de Boltzmann est une expérience de pensée qui suggère qu'avec assez de temps, un cerveau conscient de lui-même pourrait se former de manière aléatoire dans l'univers à cause des fluctuations quantiques. Ce cerveau hypothétique aurait des souvenirs et des perceptions de vivre réellement dans une réalité structurée, même s'il ne s'agit que d'un événement aléatoire et temporaire dans un univers chaotique. Cette théorie demande s'il est plus probable que l'univers existe avec toute sa complexité, ou qu'un seul cerveau, avec de faux souvenirs, apparaisse par hasard. Si cette dernière option est la plus probable, cela implique que tout ce que vous vivez n'est peut-être qu'une brève hallucination d'un cerveau de Boltzmann. Le solipsisme. Le solipsisme est l'idée que seule votre propre pensée peut être connue avec certitude comme existante. Selon cette théorie, le monde extérieur, les autres personnes, les objets et les événements ne peuvent pas être prouvés de manière définitive au-delà de votre propre perception. C'est parce que toutes les expériences sont subjectives, ce qui signifie qu'elles sont comprises à travers votre esprit individuel. Ainsi, alors que vous pouvez voir et interagir avec le monde, le solipsisme remet en question si le monde existe réellement par lui-même ou s'il est simplement créé par votre esprit. Vous n'avez aucun moyen de le savoir. Le paradoxe de la télétransportation. Le paradoxe de la télétransportation est une expérience de pensée qui explore les implications de la téléportation et de l'identité. Imaginez un appareil de téléportation qui scanne le corps et l'esprit entier d'une personne cartographiant chaque atome et chaque connexion neuronale. L'appareil transmet ensuite ces informations vers un autre endroit où un nouveau corps identique est construit. Ce nouveau corps reproduit parfaitement la personne originale, y compris ses souvenirs et sa personnalité. Le paradoxe surgit lorsqu'on examine ce qui se passe pendant ce processus. La personne qui arrive à destination est-elle le même individu que celui qui est entré dans la machine de téléportation? Si la personne originale est désassemblée au point de départ, cette personne est-elle techniquement tuée? Si c'est le cas, alors la nouvelle personne, créée à destination, bien qu'identique en tout point, est techniquement un individu différent. La théorie de l'œuf. La théorie de l'œuf est une expérience de pensée qui suggère que chaque personne ayant jamais vécu ou qui vivra un jour est en réalité le même être vivant, la vie sous différentes formes et à différentes époques. La théorie propose que lorsqu'une personne meurt, elle se réincarne en une autre personne sans aucun souvenir de ses vies antérieures. Ce processus continue jusqu'à ce que cet être ait vécu chaque vie humaine existant. Selon la théorie, l'univers existe comme un œuf, un lieu permettant à cet être unique de grandir et de mûrir à travers l'expérience de nombreuses vies. Une fois que toutes les vies ont été vécues, l'individu atteint un état de conscience supérieure et devient comme un dieu, achevant ainsi son évolution spirituelle. Le paradoxe de l'omnipotence. Le paradoxe de l'omnipotence est une expérience de pensée qui remet en question le concept de toute puissance ou de pouvoir illimité. Elle demande si un être tout-puissant comme Dieu pourrait créer une pierre si lourde que même lui ne pourrait pas la soulever. Le dilemme apparaît, car les deux réponses possibles semblent limiter le pouvoir de cet être. Si l'être peut créer la pierre mais ne peut pas la soulever, cela signifie qu'il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire. Cela implique une limite à son pouvoir, contredisant l'idée d'être tout-puissant. D'un autre côté, s'il ne peut pas créer une telle pierre, cela indique également une limitation puisqu'il est incapable de faire quelque chose qui devrait relever de l'omnipotence. Mais Dieu pourrait être au-dessus de la logique elle-même, où l'on pourrait dire que par omnipotence, nous entendons un être capable de faire tout ce qui est logiquement possible. Être tout-puissant ne signifie pas faire des choses logiquement impossibles comme créer un cercle carré. Cela signifie avoir le pouvoir sur tout ce qui existe. Les impossibilités logiques comme un cercle carré ne sont pas des choses réelles qui peuvent exister. Donc, cela reste simplement une expérience de pensée fascinante déjà débattue. L'antinatalisme. L'antinatalisme est une position philosophique qui s'oppose à la naissance,
suggérant qu'il est moralement mal de mettre au monde de nouveaux individus, car la vie elle-même implique intrinsèquement de la souffrance de la douleur et des épreuves. Il vaudrait donc mieux ne pas créer de nouvelles vies qui feront inévitablement face à ces défis. Un argument clé de l'antinatalisme est que venir au monde expose les individus à plus de souffrance que de joie, ce qui ne vaut pas la peine d'être vécu. De plus, certains antinatalistes soulignent les implications environnementales et éthiques de la surpopulation, affirmant qu'elle contribue à la souffrance non seulement pour les individus, mais pour la société entière et la planète. Vous n'êtes pas libre. Cette théorie sur l'absence de libre arbitre dans la vie humaine suggère que les individus ont la capacité de faire des choix et de mener des actions basées sur leurs désirs. Cependant, ils n'ont pas la capacité de contrôler la volonté derrière n'importe laquelle de leurs actions, faisant d'eux les esclaves de leurs propres désirs. Pour prouver cette théorie, l'expérience de pensée suivante est proposée. Si vous décidez entre deux saveurs de glace chocolat ou vanille et que vous finissez par décider que vous voulez vraiment du chocolat, il n'y a absolument rien que vous puissiez faire dans cette situation pour changer ce désir. À moins qu'un facteur externe que vous ne contrôlez pas non plus n'intervienne, comme apprendre que la glace à la vanille est moins chère ou qu'elle est moins mauvaise pour la santé. Cela montre que la seule façon pour vous de faire quoi que ce soit est de vouloir le faire, ce que nous avons déjà déterminé comme étant hors de votre contrôle, ou d'y être forcé, ce que vous ne pouvez évidemment pas contrôler. Non, plus. Prouvons ainsi que le libre arbitre n'existe pas. Le bateau de Thésée. Le bateau de Thésée est une expérience de pensée philosophique qui interroge la nature de l'identité et du changement. Cela commence par un bateau appartenant au héros Thésée, et au fil du temps, alors que le bateau navigue, ses pièces en bois se décomposent et sont remplacées par de nouvelles. Finalement, chaque pièce d'origine est remplacée, ce qui mène à la question centrale. Le bateau entièrement restauré est-il toujours le bateau de Thésée? Pour compliquer les choses, supposons que les pièces d'origine soient rassemblées et réassemblées en un bateau. Il y a maintenant deux bateaux, l'un composé entièrement de nouveaux matériaux et l'autre fait des composants originaux. Ce scénario montre à quel point les définitions sont artificielles et pas aussi stables que nous le pensons. Le bateau conserve, tait-il son identité malgré le remplacement de toutes ses pièces? Lequel est le véritable bateau de Thésée? L'égoïsme éthique. L'égoïsme éthique est la théorie philosophique selon laquelle les individus devraient toujours agir dans leur propre intérêt et n'avoir aucun égard pour les conséquences de leurs actions sur les autres. Cette théorie affirme que les actions ne sont moralement justes que si elles profitent à l'individu qui les accomplit, soulignant que des valeurs comme la sympathie et l'altruisme étaient une idée construite par des individus faibles qui ne pouvaient pas s'affirmer dans la nature. Société. Ils ont donc dû inventer tout un système moral pour justifier leur incompétence. L'égoïsme éthique soutient que, comme tous les autres animaux, nous avons un désir profond d'assurer notre propre survie et que nous ne devrions pas le nier ou agir contre lui. De plus, les égoïstes éthiques affirment qu'en poursuivant leurs propres objectifs, les individus peuvent également contribuer positivement à la société car leurs actions peuvent mener à de meilleurs résultats globaux pour les autres également. Le basilic de Rocco. Le basilic de Rocco est une expérience de pensée suggérant qu'une future superintelligence artificielle pourrait être motivée pour punir ou torturer les individus qui connaissaient la possibilité de son existence, mais non pas activement aider à sa réalisation. Le but de cette punition serait d'inciter les gens à soutenir son développement. Essentiellement, l'intelligence artificielle pourrait créer des simulations virtuelles où ceux qui n'ont pas aidé à sa création sont torturés. S est percipi. Cela signifie que toute chose n'existe que si elle est perçue. Par exemple, si vous vous asseyez sur une chaise et que vous vous levez sans regarder la chaise a cessé d'exister. L'immortalité quantique. L'immortalité quantique est une expérience de pensée issue de l'interprétation des mondes multiples de la mécanique quantique.
Cette théorie suggère qu'un être conscient ne peut pas expérimenter sa propre mort parce qu'il existe des réalités alternatives où il continue de survivre. Le concept central propose que chaque décision ou événement crée de multiples branches de la réalité. Dans des situations mettant la vie en danger, il y aura toujours au moins une version de la réalité où l'individu survit. Par conséquent, face au danger, la conscience de l'individu ne perçoit que les résultats dans lesquels il reste en vie. En conséquence, l'immortalité quantique implique que les individus se percevraient comme immortels, puisqu'ils ne peuvent jamais vivre leur propre mort. Les zombies philosophiques. Les zombies philosophiques sont des êtres hypothétiques, qui ressemblent et agissent comme des humains, mais n'ont pas d'expérience consciente. Ces êtres se comportent exactement comme les humains, mais ils n'ont pas de vie intérieure, pas de sentiments subjectifs, ni de pensée. L'expérience de pensée remet en question le matérialisme, qui soutient que la conscience peut être entièrement expliquée par des processus physiques dans le cerveau. S'il est possible d'imaginer un être physiquement identique à un humain, mais dépourvu de conscience, alors la conscience pourrait ne pas être totalement expliquée par des états physiques. Les paradoxes de Zénon. Les paradoxes de Zénon sont un ensemble d'expériences de pensée du philosophe grec Zénon, qui les utilisait pour soutenir que le mouvement est impossible, ou du moins qu'il n'est pas ce qu'il semble être. Le paradoxe plus célèbre est celui d'Achille et de la tortue, qui met en lumière les problèmes qui surviennent lorsque nous pensons à diviser les choses en parties infiniment petites. Dans cet exemple, Achille, un coureur rapide, fait la course contre une tortue qui est beaucoup plus lente. Pour que ce soit équitable, la tortue part en avance. Zénon soutenait qu'Achille ne pourra jamais rattraper la tortue, car chaque fois qu'il atteint le point où se trouvait la tortue, celle-ci a avancé un petit peu plus loin. Imaginez marcher vers une destination pour l'atteindre. Vous devriez d'abord marcher la moitié du chemin. Et pour marcher la moitié du chemin, vous devriez d'abord marcher le quart du chemin. Et ainsi de suite, créant un nombre infini d'étapes et vous empêchant d'atteindre votre destination. Le problème de l'induction. Le problème de l'induction, introduit par David Hume, questionne comment nous pouvons justifier notre croyance que le futur ressemblera au passé. Par exemple, nous nous attendons à ce que le soleil se lève demain parce qu'il s'est levé chaque jour auparavant. Cependant, Hume a souligné qu'il n'y a aucune garantie logique que cela se produira toujours. Ce n'est pas parce que quelque chose s'est produit de nombreuses fois que cela continuera de le faire. Et toute justification pour cette hypothèse repose sur des expériences passées, ce qui est un raisonnement circulaire. Si nous disons que nous faisons confiance à l'induction parce qu'elle a fonctionné dans le passé, nous utilisons l'induction pour justifier l'induction. Cela signifie que notre confiance dans les schémas du monde est basée davantage sur l'habitude que sur des bases logiques solides. La machine à expérience. La machine à expérience est une expérience de pensée proposée par le philosophe Robert Nozick pour remettre en question l'idée que le plaisir et le bonheur sont les seules choses qui comptent dans la vie. Dans ce scénario, imaginez une machine qui peut vous procurer n'importe quelle expérience que vous désirez. Vous pourriez ressentir une joie immense, de l'amour du succès ou toute autre sensation agréable tout en ignorant totalement que ces expériences sont simulées. Nozick demande si vous choisiriez de vous brancher à cette machine pour le reste de votre vie. Beaucoup de gens rejettent intuitivement l'idée de vivre dans la machine à expérience, préférant la vraie vie avec ses luttes et ses épreuves à une existence artificielle remplie de plaisir. Ce rejet suggère qu'il existe des valeurs au-delà du simple plaisir, comme l'authenticité, les relations et la poursuite de véritables accomplissements. L'antiréalisme moral. L'antiréalisme moral est la vision philosophique selon laquelle il n'y a pas de vérité ou de valeur morale objective, indépendante des croyances et opinions humaines. Selon cette perspective, les déclarations morales ne décrivent pas des faits sur le monde, mais sont plutôt des expressions de nos attitudes ou préférences. Par exemple, si quelqu'un dit que tuer des gens est mal, un antiréaliste moral
soutiendrait que cette déclaration ne reflète pas une vérité absolue. Elle exprime plutôt un consensus social ou une croyance personnelle. L'idée est que des actions comme tuer ne sont pas intrinsèquement bonnes ou mauvaises. Nous les étiquetons ainsi en fonction des normes culturelles, des accords sociétaux ou des sentiments individuels. Le paradoxe de la tolérance. Le paradoxe de la tolérance, créé par le philosophe Karl Popper, examine les limites d'une société tolérante. Popper soutient qu'une société véritablement tolérante ne devrait pas tolérer l'intolérance. Car si une société étend la tolérance à ceux qui sont intolérants, elle risque de permettre à des groupes intolérants de prendre le pouvoir et de supprimer les libertés mêmes qui permettent un environnement tolérant. Par exemple, si une société tolérante laisse fleurir des idéologies haineuses, ces idéologies pourraient miner les droits et libertés des autres, ce qui crée un dilemme. Si une société tolère tous les points de vue, y compris ceux qui prônent l'intolérance ou la violence, cela peut finalement conduire à la destruction de la tolérance elle-même. Popper suggère que pour maintenir une société tolérante, il est nécessaire de prendre position contre les croyances et actions intolérantes, même si cela signifie limiter la liberté de ceux qui les suivent. L'argument de la connaissance. L'argument de la connaissance, souvent illustré par l'expérience de pensée connue sous le nom de la chambre de Marie, a été proposé par le philosophe Frank Jackson. Il a créé un scénario dans lequel une fille nommée Marie est une brillante neuroscientifique qui sait tout ce qu'il y a à savoir sur les aspects physiques de la couleur. Mais elle vit dans une chambre en noir et blanc et n'a jamais fait l'expérience de la couleur elle-même. Un jour, Marie quitte sa chambre et voit une pomme rouge pour la première fois. L'argument de la connaissance pose la question suivante. Marie apprend elle quelque chose de nouveau sur la couleur lorsqu'elle voit la pomme. Jackson soutient que, oui, parce que bien que Marie possédait toutes les connaissances scientifiques sur le fonctionnement de la perception des couleurs, son expérience de voir la couleur pour la première fois lui apporte une nouvelle information qu'elle ne pouvait pas connaître. Cette expérience de pensée suggère qu'il existe des aspects non physiques de la connaissance, spécifiquement les expériences subjectives de la perception. Le théorème du singe infini. Le théorème du singe infini est une expérience de pensée qui suggère que si l'on donne un temps infini à un singe tapant au hasard sur les touches d'une machine à écrire ou d'un clavier, il finirait par taper n'importe quel texte donné comme les œuvres complètes de William Shakespeare. Cela aide à comprendre à quel point l'infini est réellement long.